Trois audiences sur l'agenda du Premier ministre hier. Le ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, le représentant de la FAO et le vice-président de Microsoft ont échangé avec Daniel Kablan-Duncan pour renforcer leur coopération avec la Côte d'Ivoire. Après la primature cap sur le ministère des Affaires étrangères, où l'Éthiopie a donc signé 4 accords de coopération avec la Côte d'Ivoire, les deux pays qui entretiennent de bons rapports depuis 50 ans veulent renforcer leurs relations. Les détails dans quelques instants. Hors de nos frontières, en marge du sommet sur la sécurité nucléaire, le président américain a eu plusieurs réunions avec des chefs d'État et de gouvernement. Au centre, la lutte contre le terrorisme. Vendredi 1er avril, 13h à Abidjan. Bonjour à tous. Commençons directement par l'agenda du Premier ministre. Hier, Daniel Kablan-Duncan a accordé 3 audiences. Il a reçu le ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie. La deuxième audience a été accordée au représentant Afrique de la FAO qui entend renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement a aussi échangé avec le vice-président de Microsoft. La synthèse de toutes ces audiences avec Hervé Blé. La coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire, le ministre éthiopien des Affaires étrangères la veut plus forte. Avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le ministre Tedros Adhanom s'est intéressé aux différents domaines qui pourront être concernés par ce renforcement. Ce sont par exemple l'économie, la diplomatie, le commerce, la technique et le social. Ce sont des relations longues et historiques que nous avons eues avec la Côte d'Ivoire et nous souhaitons les renforcer. J'ai invité Monsieur le ministre des Affaires étrangères à se rendre à Addis Abeba pour la première commission mixte de coopération. Et lors de cette rencontre, nous pourrons explorer d'autres secteurs où nous pourrons signer d'autres accords. La multinationale américaine Microsoft se veut plus présente en Côte d'Ivoire. La question a été évoquée par son vice-président et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Leurs échanges ont porté surtout sur comment la technologie peut aider à accélérer le développement économique et social en Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué un certain nombre de domaines comme la santé, l'éducation, la modernisation du gouvernement et comment la technologie pouvait jouer un rôle dans la transformation de l'ensemble de ces secteurs-là. Nous avons également été attentifs dans nos discussions au rôle que peut avoir la jeunesse et l'innovation dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Et nous avons eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de jeunes qui font partie de l'initiative SmartUp qui est conduite par M. le ministre de l'économie numérique et de la Poste. Nous avons aidé à former plus de 200 startups, donc c'est l'initiative SmartUp. Le sous-directeur général et représentant régional pour l'Afrique de la FAO va prendre part à Abidjan à la 29e conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies. Centre d'intérêt des échanges qu'il a eu avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, cette rencontre prévue du 4 au 8 de ce mois d'avril. Cette conférence régionale doit permettre à la FAO de discuter avec les États membres sur les questions liées à la transformation de l'agriculture en Afrique, de la transformation des systèmes agroalimentaires pour une meilleure sécurité alimentaire, une amélioration des revenus, la prise en compte de changements climatiques et comment générer des ressources au niveau de nos pays. Le deuxième élément de cette visite, c'est le rôle que la Côte d'Ivoire, par l'intermédiaire de son ministre en charge de l'agriculture et du développement rural, le rôle que la Côte d'Ivoire va jouer pendant 2 ans après la conférence, puisque la Côte d'Ivoire va être présidente de la 29e conférence régionale et pendant 2 ans, elle va porter la voix des autres pays en ce qui concerne l'agriculture, les questions stratégiques réglementaires pour l'agriculture et également par rapport aux approches, au programme de la FAO.
Et puis en image, les 50 ans de coopération entre l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire célébrés. Un dîner a été organisé en l'honneur du ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie en présence de son homologue ivoirien Albert Mabry-Touakeus. Les deux ministres ont parlé du renforcement de la coopération entre les deux pays. Ils se sont réjouis du lancement depuis le 28 avril 2016 du vol direct Abidjan-Addis Abeba. Avant ce dîner, c'est-à-dire dans la matinée d'hier, la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie ont signé 4 accords au ministère des Affaires étrangères au plateau. Les deux pays veulent renforcer leurs relations qui datent de plus de 50 ans. Le reportage d'Abou Sanogo est commenté pour vous par Hamza Diaby. La Côte d'Ivoire et la République fédérale démocratique d'Éthiopie renforcent leur coopération. Cela s'est concrétisé par la signature de 4 projets d'accord portant sur la coopération, la suppression des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et officiels, la coopération dans le domaine de la santé et sur un mémorandum d'entente entre le Centre national de recherche agronomique et l'Institut de recherche éthiopien. De quoi susciter le satisfecit du ministre des Affaires étrangères, Albert Mabry-Touakeus. L'artisanat éthiopien fait des merveilles. Et donc, il y a des choses qui sont produites dans ce pays qui pourraient alimenter nos commerces ici. Nous également, nous produisons bien de choses qui pourraient aller vers l'Éthiopie. Donc, ce que nous souhaitons, et c'est pour cela que l'accord global doit faire suite à l'accord entre nos deux chambres de commerce, permettre donc des rencontres entre les hommes d'affaires, entre les entreprises privées. La Côte d'Ivoire est un grand pays agricole, a reconnu l'hôte de Mabry-Touakeus. Tedros Adhanom, le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, a émis le souhait de son pays de bénéficier de l'expertise ivoirienne en la matière, avant d'exprimer à son homologue ivoirien la compassion de son pays suite à la fusillade de Grand Bassam. Il a également dit sa volonté d'épauler la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme. Tedros Adhanom est à sa toute première visite en Côte d'Ivoire. Il regagne son pays ce vendredi 1er avril. Et vous l'avez donc entendu, après une visite de 48 heures, le ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie quitte Abidjan ce vendredi. Autre sujet, autre actualité, c'est la 29e conférence régionale de la FAO. La Côte d'Ivoire attend 51 ministres et 400 participants à partir du 4 avril. Cette conférence régionale va examiner, entre autres, les moyens de renforcer la solidarité entre les pays, la coopération sud-sud et la mobilisation des ressources financières. Pour la Côte d'Ivoire, ce sera l'occasion de consolider son leadership dans le cadre de l'agriculture continentale. Lassine Bakayoko et Adama Kone. La conférence régionale d'Abidjan va donner du contenu au programme de travail pour l'exercice biennal suivant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. 3 temps forts vont meubler les travaux. Le premier temps fort sera consacré à la société civile. Ensuite, la séance des experts se déroulera du 4 au 6 avril. Enfin, la réunion des ministres en charge de l'agriculture. La table ronde ministérielle envisagera une augmentation des investissements dans la région africaine. En toile de fond, l'éradication de la faim et la transformation des systèmes alimentaires. La Côte d'Ivoire ne sera pas seule à tirer profit des opportunités offertes par cette conférence. L'intérêt de la 29e conférence mondiale de la FAO rejaillit sur l'ensemble des pays africains, étant entendu que tous les pays africains ont pour objectif commun la réduction de la pauvreté par une contribution plus accrue du secteur agricole à la création de richesses. La 29e conférence régionale est organisée conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le gouvernement ivoirien. La Côte d'Ivoire devrait présider aux destinées de la conférence pour les 2 prochaines années au terme de la rencontre d'Abidjan. Et c'est donc du 4 au 8 avril prochain que la Côte d'Ivoire va abriter cette 29e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique. Thème principal, transformation des systèmes agroalimentaires africains pour une croissance inclusive et une prospérité partagée. Quel est l'intérêt de ces assises? Quels sont les enjeux? Éléments de réponse avec Noël Nyagno. La conférence régionale de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, sont au nombre de 5.
Asie et Pacifique, Amérique latine et Caraïbes, Europe, Proche-Orient et enfin Afrique. À quoi servent-elles? Ce sont des tribunes au cours desquelles sont passées au crible toutes les questions qui relèvent de la FAO dans la région. Elles servent également à la formulation des positions régionales sur les politiques mondiales et les questions réglementaires relevant du mandat de la FAO, donnent des avis à leur sujet et proposent des ajustements aux documents en question. Ensuite, les conférences régionales de la FAO mettent le projecteur sur les problèmes particuliers, examinent les plans ou programmes exécutés par la FAO en rapport avec les régions. Enfin, les conférences régionales examinent l'efficacité de ces activités et les résultats attendus de l'institution mondiale en charge de la question de la faim. À Abidjan, la 29e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique aura examiné la transformation du système agroalimentaire africain pour une croissance inclusive et une prospérité partagée. Ce sera du 4 au 8 avril. Mais avant, la société civile régionale va labourer son champ du 1er au 2 avril, puis suivra la réunion des hauts fonctionnaires sous la présidence du ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural. Pour la réunion d'Abidjan, 53 ministres en charge de l'agriculture sont attendus. Concernant l'emploi jeune, les ministres Sidi Touré et Gaoussou Touré signent une convention pour lutter contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Les deux parties se sont engagées à tout mettre en œuvre pour apporter des solutions à l'insertion des jeunes, nous dit Grace Kando. Le gouvernement ivoirien fait de l'emploi des jeunes sa priorité. Ainsi, plusieurs actions sont menées pour leur insertion. 200 jeunes vont bénéficier de stages écoles et de perfectionnement au port autonome d'Abidjan. Alors, une convention a été signée entre l'agence emploi jeunes et le port autonome d'Abidjan. Nous mettrons tout en œuvre pour qu'effectivement on puisse créer le maximum d'emplois au niveau des jeunes. Nous devons nous battre parce que quels que soient les efforts que le gouvernement va fournir, ce n'est pas les emplois au niveau des bureaux qui vont représenter le lot important. Ce qui est important, c'est que nous devons tous suivre nos jeunes frères pour qu'effectivement on puisse créer en eux l'amour de l'entrepreneuriat. Permettez-moi de magnifier ce partenariat qui augure de très belles perspectives pour nos jeunes en quête d'opportunités et impatients de jouer leur part dans le devenir de ce pays. Cet accord de partenariat entre l'agence emploi jeunes et le port autonome d'Abidjan présente de nombreuses opportunités d'apprentissage. Il s'agit notamment de programmes d'aide à l'embauche de jeunes diplômés. Selon le ministre des Transports, Gaoussou Touré, 30 projets seront déroulés d'ici à 2020, ce qui devrait permettre de créer le maximum d'emplois au profit des jeunes. Et puis cette interrogation, comment prévenir les conflits dans les zones agro-industrielles? La question a été au centre d'un atelier organisé par l'Union des entreprises agricoles et forestières. Les acteurs du secteur agro-industriel espèrent identifier les sources de conflits en zone agro-industrielle pour les résoudre efficacement. Patricia Oumouetia. Identifier les sources de conflits en zone agro-industrielle afin d'anticiper les litiges. Définir les mécanismes de règlement rapide lorsque ces conflits surviennent afin d'en minimiser l'impact sur la performance des filières. Des questions qui préoccupent le patronat du secteur agricole et forestier. Pour plancher sur ces préoccupations, l'Union des entreprises du secteur agricole et forestier, UNEMAF, a échangé avec les acteurs du secteur au cours de ce conclave. Quand on parle de conflit, souvent on parle de ce qui est connu, c'est le conflit entre les éleveurs et les agriculteurs. Mais il n'y a pas que cela. L'utilisation des produits phytosanitaires, des conflits entre agro-industriels eux-mêmes. En ce qui concerne l'accès aux matières premières, il faut prévenir cela. Il ne faut pas que cela se fasse de façon désordonnée. Les ministères de tutelle, les entreprises agro-industrielles, les coopératives, les planteurs et les partenaires au développement participent à cet atelier. Leur engagement, anticiper pour éviter des situations dommageables en zone agro-industrielle. Cet atelier vient à point nommé. L'actualité nous fait état donc, de plusieurs conflits. Et l'UNEMAF, qui aujourd'hui se positionne comme le patronat du secteur agricole et forestier, prend les devants pour donc réfléchir avec les différents acteurs sur les mécanismes à mettre en place pour prévenir ce type de conflit.
L'Union des entreprises agricoles et forestières est un groupement d'entreprises. Elle œuvre entre autres à la prévention des frictions entre les populations riveraines, les coopératives et les acteurs du secteur agro-industriel. Autre atelier dans le cadre de l'amélioration continue de ses services. La Caisse générale de retraite des agents de l'État a organisé un séminaire d'information et d'échange à l'endroit des responsables des universités publiques, des grandes écoles, des centres de recherche et les organisations syndicales. Le séminaire a porté sur la réforme des régimes de pension publique en Côte d'Ivoire. Reportage Emma Niamien. Avant la réforme de 2012, l'entrée en possession de sa première pension constituait pour le nouveau retraité un calvaire et un parcours du combattant. Le délai moyen d'attente était de plus de 18 mois. Aujourd'hui, ce délai est retombé à moins de 30 jours, ce qui veut dire qu'un dossier de pension complet reçu à l'assurance d'être mis en paiement le mois suivant. Cette innovation dans le paiement des pensions des retraités fait partie des 7 mesures contenues dans la réforme initiée par le gouvernement ivoirien. La question des personnes âgées est une préoccupation majeure pour l'État du Côte d'Ivoire. Mais pour améliorer la pension de retraite servie aujourd'hui, il faut que nous imaginons d'autres systèmes complémentaires. D'où la mise en œuvre de la retraite complémentaire par capitalisation, qui devient un enjeu vraiment d'amélioration de ce revenu retraite. C'est pour en savoir davantage sur le contenu de la réforme des régimes de pension publique en Côte d'Ivoire et pour dissiper toutes les zones d'ombre que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a souhaité cet atelier de sensibilisation et d'information. Nous avons compris que les pensions de retraite ont changé depuis cette réforme. Et il y a eu des inquiétudes de la part de nos enseignants, de nos administratifs. Et je crois que cette conférence nous a permis de mieux comprendre pourquoi cette différence. 160 participants issus de la direction des ressources humaines, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des représentants des centrales syndicales ont pris part à cette rencontre jugée satisfaisante. Et c'est un constat. Au forum d'Adjamé, les magasins sont fermés depuis 3 jours. Les commerçants protestent contre le promoteur du marché. Les commerçants accusent le promoteur de ne pas respecter le contrat qui les lie. Le promoteur, lui, explique avoir expulsé certains commerçants mauvais payeurs suite à une décision de justice. Voyons cette affaire avec Ami Sissoko. Portail d'accès au forum des marchés d'Adjamé fermé, tout comme les magasins à l'intérieur et aux alentours depuis 3 jours. L'association des commerçants propriétaires du magasin La Coproma manifeste contre le promoteur de ce marché. La Société ivoirienne de concept et de gestion SICG qui a décidé suite à une décision de justice d'expulser des commerçants qui refusent de payer leur loyer depuis des années sous prétexte qu'ils sont propriétaires. Alors que eux accusent le promoteur de ne pas respecter le contrat qui les lie pour 25 ans. Le marché a commencé à être construit, les femmes ont versé les apports. Et le promoteur et le maire Silla et Amondi ont signé un accord de 25 ans. Après les 25 ans, les magasins reviennent à la mairie, qui est le tuteur. Maintenant, la mairie va dire comment on va encore gérer les magasins. Voilà que le promoteur revient pour dire que non, il ne veut plus l'ancien contrat, il veut refaire un nouveau contrat. Ce que nous demandons aux promoteurs, c'est qu'ils n'ont pas encore fini de payer, qu'on les demande de payer. Mais de là à revenir mettre cette convention en cause, c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous interpellons les autorités de ces pays afin vraiment qu'ils se penchent sur ce problème qui a trop duré. Face à cette situation, la mairie d'Adjamé, le bailleur du site, affirme avoir reçu les grosses des différents procès remportés par le promoteur. Donc, elle ne fera qu'accompagner cette décision de justice. Je pense qu'ils ont des avocats. Je pense qu'ils ont d'autres recours. Que plutôt de se répandre ainsi, vous et moi, que pouvons-nous par rapport à une décision de justice? C'est de saisir la structure compétente et réellement de faire exécuter. Ce sont plus de 400 magasins qui sont concernés par cette mesure. Joint au téléphone, le promoteur du marché n'a pas souhaité s'exprimer sur la question. La bataille judiciaire entre commerçants et promoteurs du forum des marchés d'Adjamé dure depuis 16 ans. Dans le domaine de l'éducation, l'école primaire publique Tidiane Fofana a organisé une conférence pour informer et sensibiliser les parents d'élèves et élèves sur les grossesses précoces et surtout en milieu scolaire. Massokone et Ami Koulibaly.
3828 filles scolarisées sont tombées enceintes durant l'année scolaire 2014-2015. Tenez, l'on a enregistré 49 cas de grossesse en classe de CE2, 172 en classe de CM1 et 916 en classe de CM2 la même année. Des chiffres qui inquiètent. Dans le cadre de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire, il est important que toute la communauté s'implique. Nous voulons dire les parents, les élèves eux-mêmes, filles comme garçons, les enseignants ont un rôle à jouer. Et tous les responsables communautaires, tous doivent nous accompagner dans ce combat. Et pour freiner ce phénomène, de nombreuses actions sont menées. Dans cette école primaire, parents et élèves sont invités à plus de vigilance. Les parents aujourd'hui sont assez pauvres et quelquefois les enfants s'adonnent à certaines choses. On va voir ce qu'elles veulent. Il y a le fait des mauvaises fréquentations. Entre midi et 2, les enfants sont laissés à eux-mêmes et quelquefois, c'est les gros cylindrés qui sont là. La sonnette d'alarme est donc tirée. On doit faire attention pour éviter les grossesses. Les acteurs du système éducatif ont même initié un programme de sensibilisation dénommé Zéro grossesse en milieu scolaire. Un programme qui a permis de mettre l'accent sur l'abstinence, le port du préservatif et la sensibilisation des apprenants et parents d'élèves. Le village de Golikro-Nzinois va bénéficier de nouvelles salles de classe grâce au conseil régional du Nzi, alors pose de la première pierre de l'édifice. Dans la même journée, les populations ont célébré l'électrification de leur village. Commentaire Thérèse Tapeyoboué. C'est cette période qui faisait jusque-là office de salle de classe pour les enfants de Golikro-Nzinois dans le département de Bokanda. Grâce au conseil régional, ces bâtiments de fortune ne seront qu'un mauvais souvenir. Un bâtiment de 3 salles de classe plus un bureau verra bientôt le jour dans le village. 25 millions de francs CFA, c'est le coût du bâtiment dont la première pierre a été posée, d'où la joie des populations de Golikro-Nzinois. Pour le président du conseil régional, la construction de cette école entre dans le cadre de la politique de l'école obligatoire prônée par le chef de l'État. Autre temps fort, la mise sous tension du village par le président du conseil régional en présence des élus et cadres de la région. Tous se sont réjouis de voir Golikro-Nzinois sortir des ténèbres. Les populations ont profité de l'occasion pour installer le nouveau chef du village, Nana Assama Kwasi. C'est Béatrice Ayakwaku Kwadio, sous-préfet de Bokanda, qui lui a remis son arrêté de nomination. Cap sur Agbakro et Kokokro, 2 villages de la commune de Diabo, désormais connectés au réseau électrique national. Ces villages ont également accès à l'eau potable grâce au programme présidentiel d'urgence. Reportage Soro Corona, commentaire Charles Tato. L'électricité et l'eau courante, 2 commodités chères aux populations rurales, sont désormais une réalité dans les villages d'Agbakro et Kokokro, dans la commune de Diabo. Un rêve caressé depuis un demi-siècle a pu se réaliser grâce au programme présidentiel d'urgence, PPU. Pour témoigner la reconnaissance des populations de ces 2 villages glo, au président de la République Alassane Ouattara, une fête de la lumière et de l'eau a été initiée. Les populations ont salué les efforts qui permettent aux femmes d'assurer leur autonomie financière et aux jeunes de tourner le dos à l'exode rural. Le président de la Mutuelle de développement économique et social a exprimé la joie des 2 villages au président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui a donné les instructions afin que le village soit inscrit sur la liste des projets PPI 2014. Ce gouvernement, nous pouvons l'affirmer, travaille vraiment pour nous. Le ministre des Sports et des Loisirs a pris part à cette célébration. Amichia François exhorte les populations d'Agbakro et de Kokokro à utiliser l'électricité et l'eau courante pour améliorer leurs conditions de vie. Le programme présidentiel d'urgence a permis d'électrifier et d'équiper en château d'eau des milliers de villages de la Côte d'Ivoire.
Les populations de la région de la Nawa viennent d'organiser une journée d'hommage au chef de l'État pour ses actions de développement. La cérémonie a eu lieu à la place d'Onwaï de Soubré en présence du ministre de la Défense et celui des Eaux et Forêts. Emmanuel. La construction du barrage hydroélectrique, le bitumage de plus de 14 km de route dans la commune de Soubré, le reprofilage lourd des pistes agricoles et aussi la fixation du prix du cacao Bosch en 1000 francs CFA sont autant d'actions du président de la République qui ont séduit les populations de la région de la Nawa. Pour lui traduire leur reconnaissance pour toutes ces initiatives qui ont permis à la région de s'inscrire sur la voie du développement, une journée d'hommage est organisée. Le président de la République n'a pas oublié la santé et l'éducation dans ce projet de développement. Dans la localité, il a fait construire plusieurs centres de santé, renforcer le plateau technique de l'hôpital général de Soubré et il a également fait bâtir des écoles primaires et des collèges de proximité ainsi que des pompes hydrauliques dans plusieurs villages. Le parrain de la cérémonie, par ailleurs président du conseil régional de la Nawa, Alain Richard Donvaï, indique que toutes ces œuvres sont le fondement des actions que le président de la République entend mener dans toutes les régions afin d'aboutir à l'émergence. Le ministre Richard Donvaï invite donc ses administrés à s'inscrire dans cette dynamique de développement prônée par le président Alassane Ouattara afin de permettre à leur région de tirer davantage profit de ces initiatives. Et puis réunis à Washington pour un sommet sur la sécurité nucléaire, les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les représentants d'organisations internationales abordent ce vendredi la menace que fait peser le groupe État islamique. Le sommet de Washington va donc se pencher sur la menace djihadiste. Avant les discussions d'aujourd'hui, une rencontre s'est tenue entre les présidents français et américains sur les différents attentats. Attentats de Paris, attentats de Bruxelles, tous ont été perpétrés par des terroristes, mais surtout par des jeunes candidats au terrorisme. Une réalité qui fait réagir la France. À Bordeaux, un centre d'action et de prévention contre la radicalisation des individus fait parler de lui. Un centre qui va jusqu'à séduire la Belgique. Salima Toudia et Sidonie Davila. Des locaux ultra sécurisés à une adresse confidentielle. Pas question d'exposer la trentaine de jeunes de moins de 25 ans et les mineurs qui y sont internés et traités. Le CAPRI, le Centre d'action et de prévention contre la radicalisation des individus, s'attelle à déconstruire les argumentaires radicaux que soutiennent ces jeunes. On est toujours chez des jeunes qui sont très distanciés au départ de la religion. Et donc même quand ils sont d'origine arabo-musulmane, ils sont plutôt issus de familles qui étaient très peu pratiquantes et plutôt athées. Et donc pour eux, c'est une redécouverte. Le côté religieux n'est que le vernis. Comme toute idéologie, ce n'est qu'un prétexte pour parfois une violence qui est un petit peu déjà présente. Ils ont souvent des idées délirantes et ils vont chercher, je dirais, une confirmation via les médias ou via Internet, Facebook, etc. Enfin, ils ont été convertis en fait par personne. Différents cas sont traités au CAPRI. Des personnes à problèmes psychiatriques, à problèmes d'identité, par choix idéologique et des personnes manipulées sont identifiées par les spécialistes et prises en charge par la suite. La grande nouveauté, c'est le côté pluridisciplinaire avec des psychologues, des psychiatres, des experts de l'emprise mentale, des théologiens. Et là, il y a une originalité vraiment très forte au niveau du CAPRI. Et la prise en charge, elle est vraiment adaptée à chaque cas. Une initiative qui semble enchanter le voisin belge. Le ministre de l'Aide à la jeunesse y est même attendu. Il souhaite développer le même type de structure à Bruxelles. D'autres institutions sont très intéressées, effectivement, au premier rang desquelles le ministère de l'Intérieur qui souhaite que CAPRI puisse rayonner à un niveau régional, par exemple. Activé en 2015, le CAPRI est la première cellule de déradicalisation en France. Le centre a pour objectif de contrer la propagande djihadiste qui trouve écho favorable auprès de la jeunesse. C'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.